De l'eau qui ne coule plus au robinet. Des millions d'habitants qui ne peuvent plus utiliser d'eau pour cuisiner, pour tirer la chasse ou se laver. On dirait de la science-fiction, mais ça a été annoncé pour cette année dans l'une des plus grandes villes du monde. Salut, c'est Lucas. Cette ville, c'est la ville de Mexico, la capitale du Mexique. Début 2024, plusieurs médias annoncent qu'elle risque un jour zéro cette année même. C'est-à-dire un jour où l'eau vient tellement à manquer qu'elle est coupée dans toute une zone. Quand j'ai entendu ça, pour une ville qui compte près de 6 fois plus d'habitants que Barcelone, ça m'a fait penser à une véritable dystopie à la Mad Max. C'est catastrophique en fait, parce que l'eau est essentielle pour la vie. Un jour zéro ici, je trouvais ça d'autant plus surprenant qu'à la base c'est une cité aztèque qui a été créée les pieds dans l'eau. Alors pourquoi annonce-t-on un jour zéro à Mexico? Que risquent ces millions d'habitants de l'une des plus grandes villes du monde? Je vous explique. Nous sommes début 2024. Selon une estimation reprise par plusieurs médias, le jour zéro pourrait avoir lieu cette année et même en juin 2024. No es en 10 años, es mañana. Avant de voir qu'est-ce qui a pu amener une ville jadis au milieu de l'eau à envisager de couper le robinet, je me suis demandé ce qu'un jour zéro ça pouvait avoir concrètement comme conséquence. Nous sommes début 2018 à 14 000 km de là. Bienvenue dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. La fin de la saison sèche n'est pas prête d'arriver et pourtant les barrages qui alimentent la ville atteignent déjà moins d'un tiers de leur capacité. La maire de la ville, Patricia Delisle, lance l'alerte. The chances of reaching day zero on the 21st of April is now very likely. Dans les quartiers qui ont accès à l'eau courante, l'eau sera alors complètement coupée. Les résidents n'auraient plus droit qu'à 25 litres de ration quotidienne pour tous leurs usages, à comparer aux 150 litres de consommation moyenne en France ou aux 310 litres d'un habitant moyen aux États-Unis. Beaucoup de médias craignent une situation catastrophique. Un média sud-africain calcule qu'à chacun des 200 points de distribution prévus, 10 000 à 15 000 personnes devraient faire la queue chaque jour pour récupérer cette eau. Selon cette étude, les écoles et entreprises devraient fermer et sans égouts fonctionnels et avec peu d'eau pour se laver, le risque de maladies épidémiques serait considérablement accru. Ça c'était au Cap en Afrique du Sud en 2018 et je vous expliquerai tout à l'heure comment ça s'est terminé. Mais en attendant, revenons à la ville de Mexico. La ville en elle-même, elle compte 9 millions d'habitants, soit 3 fois plus qu'au Cap. Et si l'on compte l'ensemble de la mégalopole, ce chiffre monte à 22 millions d'habitants. En cas de jour zéro sur toute cette zone, ce serait comme si un Français sur 3 n'avait plus accès à l'eau courante à domicile. Même si aujourd'hui certains habitants de la ville, notamment dans les quartiers plus pauvres, ont déjà un accès difficile à l'eau, les conséquences pourraient être de très grande ampleur. Je ne peux même pas imaginer, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment d'eau pour la population et les activités productives. Ça pourrait aussi fortement perturber les hôpitaux, l'industrie ou encore l'agriculture. Les activités industrielles, ça serait totalement arrêté. Il y aurait des licenciements massifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère cette situation. Mais alors comment expliquer ces craintes alors qu'à l'origine, la ville, elle ressemblait à ça? Pour comprendre, on va faire un petit voyage dans le temps. En 1325, des communautés aztèques décident de créer leur capitale, Mexico-Tenochtitlan, sur une île au milieu de ce lac salin. Ils développent une cité prospère et construisent des digues, des écluses et des aqueducs pour à la fois s'approvisionner en eau douce tout en tentant d'empêcher des inondations et des entrées d'eau salée. La ville de Mexico est un bassin qui était fermé avant l'arrivée des Espagnols, donc il y avait plein d'eau. C'était que des lacs. Mais au fil des siècles suivants, comme le montrent ces cartes, les lacs à proximité en bleu et les habitations en noir évoluent radicalement. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Pour résumer brièvement, en 1521, les conquistadors espagnols, après avoir rasé une partie de la ville, décident de créer la capitale de la Nouvelle-Espagne au même endroit. Pour leur conquête coloniale, ils ont détruit une partie des infrastructures de gestion de l'eau des Aztèques et pour agrandir la ville, ils déforestent les environs. Alors au fil des siècles, ils vont connaître plusieurs inondations importantes. La première chose qu'ils ont fait, c'est de faire une sortie dans les bassins, comme ça on pouvait dessécher. Pour tenter d'assécher la zone et d'en évacuer l'eau, ce premier canal est construit, puis ce deuxième, puis plusieurs systèmes de drainage souterrain, ici en rouge. En parallèle, le nombre d'habitants de Mexico explose. En 500 ans, c'est passé d'une cité d'à peine plus d'1 million d'habitants à une mégalopole de plus de 22 millions d'habitants. Beaucoup de gens migraient pour trouver du travail et donc la ville a commencé à s'étendre énormément. C'est une des plus grandes villes de la planète. Il faut donc bien trouver de nouvelles ressources en eau. Les autorités, elles multiplient les puits et pompent de plus en plus dans les eaux souterraines qui atteignent de plus en plus leurs limites. D'un côté, on a urbanisé
Donc, on a éliminé les forêts. On a certains sites un peu avec des verdures, mais c'est une ville avec du béton partout. Donc, on a moins d'infiltration de l'eau. De l'autre côté, on a beaucoup de gens et on doit les donner de l'eau. Évidemment, ça fait que les nappes phréatiques commencent à s'épuiser. Dans les années 1950, le gouvernement lance la construction d'une gigantesque infrastructure pour pomper de l'eau depuis un état voisin, plus précisément depuis le bassin de Lerma. Au début des années 1980, des travaux encore plus gros sont réalisés pour aller chercher de l'eau à 100 km de distance, cette fois dans le bassin de Cutzamala. Ces importations, elles représentent aujourd'hui plus de 26% de la demande en eau de toute la région métropolitaine de Mexico. Même si on a dû aller puiser plus loin, c'est-à-dire Lerma a commencé à avoir des déficits et donc on a commencé à puiser jusqu'au Cutzamala. Je pense que les autorités nationales pensaient qu'on aurait toujours cette disponibilité de l'eau. Là, je vous fais une version très résumée, mais toute cette histoire, elle est assez passionnante. Comme d'habitude, je vous mets de quoi en savoir plus sous la vidéo YouTube. Aujourd'hui, ces importations, elles sont au cœur des inquiétudes actuelles. Alors, j'ai voulu savoir pourquoi ce jour zéro catastrophique a été annoncé. Finalement, juin 2024 est arrivé à Mexico et contrairement à ce qui avait été annoncé, le jour zéro ne s'est pas produit. Certains journalistes ou experts décrivent comme irréaliste ou alarmiste le fait d'avoir donné si longtemps à l'avance une date précise où l'eau viendrait à manquer. Mais d'où venait cette date de juin 2024 et même du 26 juin 2024 ? Selon cet article du média Excelsior, cette date viendrait de ce graphique de la Conagua, un organisme officiel chargé de surveiller les réserves d'eau au Mexique. Pour bien le comprendre, il faut se rappeler du système Cutzamala. Vous savez, c'est l'endroit d'où est importée une énorme quantité d'eau essentielle pour la ville de Mexico et de plusieurs communes autour. En novembre 2016, le bassin de Cutzamala était rempli à 97%. En novembre 2020, cela tombe à 67% et en novembre 2023 à 41%. Ces régions où la ville de Mexico va chercher l'eau commencent à subir le manque d'eau et le changement climatique a fait qu'il y a de plus en plus de sécheresse. Revenons à ce graphique à l'origine de la date du jour zéro. Il a été produit en novembre 2023. À cette époque, le niveau du bassin de Cutzamala est bien plus faible que la moyenne sur les dernières années. Ils se font des calculs par rapport aux quantités d'eau qui est utilisée par exemple par la ville de Mexico, et la quantité d'eau qui peut être disponible, par exemple ici, dans les barrages. Dans la projection la plus optimiste pour les mois suivants, le niveau minimum auquel il ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire environ 20%, est presque atteint autour du 26 juin 2024. Donc plusieurs médias ont repris cette date en disant que ça correspondait à un jour zéro pour la ville de Mexico. Pour que tout soit bien clair, ce graphique ne concernait pas tout l'approvisionnement en eau de Mexico, mais seulement les réserves de Cutzamala, qui reste une partie très importante. Et donc selon les différentes projections, il pouvait avoir un niveau assez critique atteint entre avril et juillet 2024, sachant que dans le scénario le plus optimiste, on restait légèrement au-dessus du moment où tout se coupe. Alors qu'est-ce qui s'est passé en vrai début 2024 ? Comme on peut le voir sur cette carte, de nouvelles sécheresses historiques frappent la région. Nous avons eu des sécheresses très importantes pendant les mois de juin et de mai. Donc, il y a eu de évaporation très importante dans les barrages. Au fil des mois, les réserves de Cutzamala descendent effectivement drastiquement, jusqu'à atteindre 27% en juin, avant de remonter légèrement à 28,5% en juillet, selon les premières données de ce mois. Donc ça, c'est assez proche de la limite fatale de 20%, mais ça reste quand même légèrement au-dessus. Alors pourquoi le jour zéro a été évité jusqu'ici ? Il faut refaire le parallèle avec la ville du Cap en 2018. Là-bas, l'utilisation du terme jour zéro, ça a aussi eu pour conséquence d'attirer l'attention médiatique et aussi de pousser les habitants, les touristes, les entreprises à faire d'importantes économies d'eau. We are going to ask Cape Townians to use 50 liters per person per day for the next 150 days. Finalement, des pluies sont arrivées permettant au Cap d'éviter le jour zéro en 2018. À Mexico, des rationnements ont aussi été mis en place dans plusieurs quartiers et de nouveaux puits ont été creusés. D'importantes pluies ont finalement apporté un sursis tout en créant d'autres problèmes. On avait très peur parce qu'on avait moins de 30% de disponibilité d'eau dans les barrages. Maintenant, les pluies sont arrivées. C'est des pluies vraiment très importantes. Et ça, c'est un autre problème. Parce que comme maintenant on n'a plus de lacs, on n'a plus de forêts, il y a plus d'infiltration. Parfois, les égouts n'ont pas la capacité pour avoir tellement d'eau dans très peu de temps.
Il y a eu des inondations partout. Ils sont arrivés à une petite récupération de 2-3% des barrages. C'est pas très important, mais c'est le début de la saison de pluie. Si on a une saison de pluie très courte, évidemment, les barrages n'auront pas le temps pour se remplir. En fait, la date précise d'un jour zéro, ça dépend de nombreux facteurs qui peuvent changer, comme par exemple les pluies, la consommation d'eau ou encore les mesures de gestion mises en place par les autorités. Plus généralement, cette étude de 2020 indique que Mexico fait partie des 11 mégalopoles où les quantités d'eau que fournissent les réseaux de la ville sont inférieures aux besoins des habitants. En 2035, ce déficit, il pourrait même atteindre les 1,42 milliards de mètres cubes par an selon l'étude, c'est plus que tout le lac d'Annecy. L'étude, elle conclut que Mexico fait partie des mégalopoles comme Mumbai et Delhi en Inde ou Dhaka au Bangladesh, où d'ici 2035, une crise de l'eau comme un jour zéro est très possible. Cela pourrait arriver si des facteurs climatiques réduisent des approvisionnements déjà vulnérables et si la gestion urbaine de l'eau n'est pas améliorée. S'il y a une augmentation de la demande d'eau dans la ville de Mexico ou dans les villes voisines, par exemple, les barrages vont descendre de l'eau, donc il va y avoir moins de disponibilité de l'eau. Ça peut varier parce que le changement climatique va s'intensifier, donc on va avoir des températures plus hautes, donc beaucoup plus d'évaporation de l'eau et aussi moins de pluie, donc moins de remplissage des barrages. Si on continue dans la même voie, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver au jour zéro. Alors face au risque de sécheresse et d'explosion du manque d'eau, Mexico peut-elle faire quelque chose ? Alors que la sonnette d'alarme avait déjà été tirée depuis plusieurs années, je me suis demandé si des mesures avaient déjà été prises. Alors oui, plusieurs plans se sont succédés, par exemple pour réhabiliter certains puits et développer la récupération des eaux de pluie dans les habitations. Par ailleurs, selon cette étude, les habitants eux-mêmes ont dû s'adapter, notamment en investissant dans le stockage de l'eau et en achetant de l'eau en bouteille. Alors, y a-t-il d'autres pistes de solutions pour aller plus loin ? L'étude de 2020 met en avant la possibilité de faire des économies d'eau en réduisant la consommation des habitants de Mexico qui s'élève à 325 litres par habitant et par jour. A noter que ça, c'est en fait un chiffre moyen qui cache d'énormes disparités dans l'accès à l'eau. Par exemple, dans les municipalités les plus pauvres, les gens doivent acheter de l'eau. Donc, tu achètes un camion d'eau entre plusieurs voisins. Et comme ça, on remplit de grands bidons d'eau pour avoir de l'eau pour les activités domestiques. Par contre, dans les quartiers les plus aisés, on a une disponibilité très grande de l'eau. Il y a un autre levier dont on n'a pas encore parlé. À Mexico, de nombreuses canalisations et infrastructures d'eau sont vieilles et sont parsemées de fuites. Résultat, selon différentes sources que j'ai pu trouver, entre 30 et 50% de l'eau serait perdue en chemin. Entre un tiers et la moitié, je trouve ça énorme. La ville, à cause de la surexploitation des nappes phréatiques, a commencé à s'effondrer. Il y a des effondrements différentiels, on les appelle comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'eau qui est perdue dans les réseaux par des fuites, etc. Par ailleurs, selon l'autre étude de 2018, une quantité inconnue d'eau est pompée illégalement pour des utilisations agricoles et industrielles, mais aussi par des industries privées qui la vendent aux quartiers pauvres. Ce rapport de 2024, en plus d'éviter les fuites et de développer davantage le stockage lors des pics de pluie, il propose de corriger les irrégularités dans les concessions agricoles et immobilières, mais aussi de régénérer les eaux usées avec des zones humides et en utilisant des rayons UV et de l'oxygène pour sa purification. Pour vraiment faire une différence, il faut que aussi l'État investisse dans les grandes infrastructures et essayer de d'abord pas perdre autant d'eau dans des fuites, après pouvoir traiter des eaux usées et être moins dépendant d'autres régions. Et il faut aussi penser à protéger les écosystèmes qui permettent aussi que le cycle de l'eau puisse fonctionner. C'est plusieurs solutions qui doivent se mettre en place et c'est seulement comme ça qu'on va éviter l'arrivée du jour zéro. Merci d'avoir regardé cet épisode des Doc Nature sur le jour zéro. Quand on parle de l'eau, il faut garder en tête que de nombreuses personnes n'ont pas accès à de l'eau au robinet, et notamment au Cap ou à Mexico. On peut aussi ajouter que dans plusieurs cas, même quand de l'eau est disponible, on ne peut en fait pas l'utiliser sans risque parce qu'elle est trop polluée. Mexico, c'est une ville qui consomme beaucoup d'eau en bouteille. On n'a pas très confiance par rapport à la qualité de l'eau. Par exemple, quand j'étais enfant, on la faisait bouillir pour être tranquille, on va dire. Mais pendant les années 90, que les entreprises mises en bouteille de l'eau ont commencé
a émergé, ben oui, les gens ont commencé à utiliser beaucoup de l'eau en bouteille. Pour les gens des quartiers pauvres, c'est très très cher avoir de l'eau, très cher, parce qu'il faut payer pour les camions, mais aussi il faut payer pour l'eau en bouteille et tous les jours. Ces épisodes des Doc Nature, ils sont possibles grâce à toutes les personnes de Brut qui travaillent dessus. Un grand merci à eux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir plus de sujets. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Doc Nature.